Alors on continue avec la leçon 127. Alors je vous rappelle que la leçon 127 a remplacé une leçon précédente qui parlait des équations diophantiennes. Donc là, on va faire du neuf avec du vieux, encore une fois. C'est-à-dire qu'on va présenter à nouveau les équations diophantiennes, mais là, sous l'angle des nombres remarquables. Bon, ça va pas être très très difficile à changer d'orientation, c'est juste la présentation qui change. Alors n'oubliez pas, vous avez toujours cette structure qui est proposée par le rapport du jury et qui me paraît très saine, c'est-à-dire un choix de thèmes avec leur genèse et leurs applications. Ici, vous avez les équations diophantiennes, ça va être le thème. Alors, bon, plus généralement, je vais encore appeler équation diophantienne la décomposition en somme de carrés. Par exemple, bah oui, le fait que 13, ce soit le nombre premier 13, c'est 9 plus 4. Bon, on peut dire que c'est l'équation x2 plus y2 égale 13. Hein. Donc je vais mettre tout ça dans le même sac. Alors regardez, les prérequis. Bien avoir compris les prérequis de la factorialité, c'est-à-dire ce qui existe dans Z, ce qu'on connaît dans K de X, mais essayer de le voir et de généraliser, de voir ce qui change un petit peu dans d'autres anneaux de nombres. Alors, tout cet enchaînement euclidien implique principal, qui implique l'identité de Bezout, qui implique ensuite le lemme de Gauss, le lemme d'Euclide, si vous voulez aussi, la factorialité. Donc ça, c'est important. Le fait que la factorialité implique qu'on a justement le lemme d'Euclide, qu'on a les premiers qui sont irréductibles, ça j'allais dire, c'est principal. Donc premier, ça veut dire que quand on quotiente par l'idéal engendré par ce nombre, on a quelque chose d'intègre. Implique irréductible, ça veut dire qu'il ne se décompose pas trivialement hein, avec les inversibles. Donc premier implique irréductible, c'est pas le big deal, quoi. Ça c'est rien du tout, ça c'est normal. Mais le fait qu'irréductible implique premier, et donc finalement non premier implique réductible, ça c'est fort, et ça demande la factorialité et toute la culture qui va avec. Et du coup, les p-évaluations, ça c'est important, se rendre compte que c'est dans un anneau factoriel qu'on peut avoir des p-évaluations. Bien dominer les nombres inversibles dans l'anneau A factoriel, ça c'est important, parce que quand on va avoir un générateur d'un idéal principal, eh ben, il va être unique à inversible près. Donc du coup, les PGCD, les PPCM, ça va être unique à inversible près. Donc on a des classes modulo les inversibles qui sont importantes à comprendre. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre les inversibles et comment on les calcule. Donc ça, c'est un certain nombre de prérequis, mais qui étaient déjà, hein, ce que je vous dis, on fait du neuf avec du vieux, qui étaient déjà dans la leçon précédente. Alors, on a aussi les p-évaluations. Je vous rappelle que les nombres premiers, il y a la notion de nombres premiers associés, c'est-à-dire ils sont égaux hein, à inversible près, et donc en tant que égaux à inversible près, on les associe. Hein. Pour nous, c'est les mêmes nombres premiers. Comme dans Z, on va dire 3 et moins 3. Bon, ben c'est des nombres premiers, mais c'est les mêmes. Voilà. On peut associer les p-évaluations, et ça c'est important, l'existence de p-évaluation et l'unicité de cette p-évaluation. Voilà. Alors, pour revenir à anneau de nombres remarquables, vous avez les entiers de Gauss. Le nombre remarquable, ben, ça va être I, et les entiers de Gauss, l'anneau de nombre remarquable, ça va être Z de I. Voilà. Ou d'Eisenstein, si vous voulez prendre J, hein, donc c'est moins 1 plus racine de 3 sur 2, hein, racine cubique de l'unité, s'il en est. Et plus généralement, on peut faire une petite... c'est pas vraiment une théorie, c'est plutôt de la botanique, hein, des sous-anneaux quadratiques de C. On peut travailler aussi sur le symbole de Legendre, ça nous aidera pour la décomposition en somme de carrés. Voilà, maintenant, somme de carrés,
Hein, donc, alors, l'exemple type hein, d'utilisation, hein, donc regardez, on suppose que P est congru à 1 modulo 4. Donc ça, bon, on sait avec le symbole de Legendre que moins 1 est un carré, modulo P. D'accord. Donc là, on est dans Z sur PZ. D'accord. Donc ça veut dire que P divise N2 plus 1, d'accord, qui est égal à N plus I facteur de N moins I. Et là, vous avez le lemme d'Euclide, c'est-à-dire si P est irréductible, alors il est premier, alors on peut appliquer le lemme d'Euclide et P divise N plus I ou P divise N moins I. Mais ça, c'est pas possible. Pas dans Z. Donc on est dans Z de I, hein, l'anneau des entiers de Gauss, j'ai oublié de le préciser, mais voilà. Bah oui, non, parce que I sur P, c'est pas un entier. Hein, donc c'est pas possible. Ce qui fait que P n'est pas irréductible, ce qui fait que P possède un diviseur Z, bon, on va dire, qui divise strictement P et qui est dans Z de I, et ce qui va faire que, quand je vais prendre la norme, là, on va avoir la norme au carré qui va diviser P2. Voilà. Et donc, en fait, si ça divise P2, c'est que ça ne peut pas être égal à 1, ça ne peut pas être égal à P2, parce que sinon, ça ne diviserait pas strictement ici. Ce serait un diviseur trivial, on va dire. Ce serait soit un inversible, soit le quotient serait un inversible. Et donc, ça veut dire que Z2, le seul diviseur possible, parce que ça, là, on est dans les entiers, puisqu'on était parti de Z de I, et bien c'est forcément égal à P. Donc, on a décomposé P en A2 plus B2, puisque Z, c'est A plus IB. Vous voyez l'exemple même de quelque chose assez difficile, hein, si se décompose, alors il est congru à 1 modulo 4, ou il est égal à 2. Voilà, donc ça c'est la partie facile, mais cette partie est la partie difficile, et c'est celle qui demande tout ce bagage-là, qu'il faut bien dominer. On est dans une leçon difficile, hein, faut pas se voiler la face. Hein. Ok, alors plus généralement, somme de carrés devient représentation de forme quadratique binaire. C'est vrai que dans le carnet de voyage en algébrie, comme il y avait pas mal de livres qui parlaient de somme de carrés, on est parti sur une autre forme quadratique, x2 plus 3y2, et on regarde quels sont les nombres premiers, puis les nombres en général, qui se décomposent en x2 plus 3y2, avec xy évidemment entier. Voilà. Alors après, attaquons vraiment les équations diophantiennes. Eh bien, avec ce bagage, c'est facile d'attaquer des équations de Mordel. Alors du type, alors qu'on peut trouver dans le carnet de voyage en algébrie, y2 moins x3 égale moins 2. Pourquoi? Parce que, vous voyez, vous allez avoir x3 qui est égal à y2 plus 2. Donc le nombre remarquable, ça va être i racine de 2. L'anneau de nombre remarquable, ça va être z de i racine de 2. On va montrer, pour des raisons de taille de maille, voyez, que ici, on va avoir en gros 1 ici et racine de 2 en ordonnée sur l'axe des imaginaires. Et donc on va avoir une maille encore assez petite pour pouvoir créer une division euclidienne. Et y2 plus 2, on va pouvoir le factoriser en y plus i racine de 2, facteur de y moins i racine de 2. Et comme ça va être un cube, ça va être facile de voir avec l'évaluation et la notion de nombre premier entre eux, eh bien que chaque facteur va être un cube. Hein. Donc ça, c'est quand on a un produit de nombres premiers entre eux qui est égal à un cube, par exemple, c'est que chaque facteur, forcément, est un cube. Attention, tout ça, c'est modulo les inversibles, parce que ça, c'est un truc que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure au moment où je parlais des inversibles, c'est que dans un anneau factoriel, l'unicité de la décomposition en premier, elle est évidemment modulo permutation, bon, ça c'est pas méchant, mais modulo les inversibles. Donc il faut avoir compris qui sont ces inversibles hein, pour travailler là-dessus. Donc voilà pour les équations de Mordel, et dans le carnet de voyage en algébrie, alors on y parle du problème des canards,
que j'adore. C'est un chasseur qui voit des canards et ils sont en triangle, les canards. Et quand il tire, il les loupe tous. Ça aussi, c'est agréable. Et ça se divise en 2 triangles. Donc, c'est les patrouilles de canards. Ça se divise en 2 triangles égaux. Ça veut dire qu'il faut résoudre 2 au triangle égale 2 fois m au triangle. Alors, au triangle, c'est comme au carré, sauf que c'est des triangles. Voilà. Alors, avec des changements de variables, on tombe sur x2 moins 2y2 égale moins 1. On va travailler d'abord dans l'anneau z de racine de 2. Ça va être ça notre nombre remarquable et notre anneau de nombre remarquable. Et là, il va y avoir une norme, x2 moins 2y2. Et là, comme c'est une norme qui va être multiplicative, il suffit d'avoir une solution particulière et on regarde les solutions générales. Une solution particulière de cette équation, bah, c'est évidemment 1, 1. Et après, donc, on s'occupe de la solution générale, où c'est égal à 1. Et là, eh bien, on passe de l'autre côté, on a 1 plus 2 y2, et on va travailler à nouveau dans l'anneau factoriel, z de i racine de 2, puisque la maille est suffisamment petite pour que ce soit euclidien, donc factoriel. Voilà, et on arrive à trouver une infinité de solutions, mais après, on se donne un nombre limite, et donc on a un certain nombre de solutions à cette équation. Mais là, il y a une infinité de solutions. Alors là, on aurait pu faire avec l'équation de Pell-Fermat. L'équation de Pell-Fermat, bon, elle se traite plus facilement avec les approximations diophantiennes. Donc, on verra ça plus tard dans la prochaine vidéo. Exceptionnellement, comme on a 2 ici, on peut ramener notre équation de Pell-Fermat ici à un anneau factoriel, mais c'est assez exceptionnel. Les équations de Pell-Fermat, c'est quand on a x2 moins dy2 et que d n'est pas un carré. Voilà. Pour terminer cette vidéo, je parle des nombres pseudo-premiers. C'est des nombres qui passent un test, qui passent le test d'être premier, mais c'est un test, vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de tests absolus qui assurent qu'un nombre est premier, mais il y a des tests voilà, qui disent, bon, bah, s'il n'est pas premier, c'est une exception. Donc ce sont des exceptions qui passent des tests sans être premiers. Alors il y a les nombres premiers de Perrin, dont j'ai parlé sur cette chaîne. C'est des nombres qui se retrouvent dans une certaine suite. Voilà. C'est une suite d'entiers, une suite récurrente linéaire, entre parenthèses donnée par le polynôme caractéristique x3 moins x moins 1, mais avec des premiers éléments bien choisis. Il y a les nombres de Carmichael. Alors là, eux, ils passent le test de Fermat, en quelque sorte, et il faut avoir parlé, si on veut parler des nombres de Carmichael, il faut parler du lemme chinois, voilà, et Carmichael, il faut connaître un peu les premiers nombres de Carmichael et voir comment ils arrivent à passer le test de Fermat. Voilà. Et puis j'ai parlé aussi sur cette chaîne des nombres de Juga. Voilà. Bon, ce sont des nombres qui sont presque tous premiers. Il faut aller très très loin pour trouver des nombres de Juga non premiers. Et le test, c'est encore une divisibilité. Voilà. C'est terminé pour l'instant. Et la prochaine vidéo, ce sera sur les approximations diophantiennes. Alors là, il y aura du neuf, du vrai neuf.